Joe Rogan, un nom que pratiquement tout le monde connaît aujourd'hui. Une célébrité américaine qui a conquis plusieurs sphères à la fois, il n'est pas seulement un humoriste de stand-up, mais aussi un acteur, un maître des arts martiaux, un commentateur de l'UFC, ainsi que l'un des podcasteurs les plus prospères du monde. Son revenu annuel atteint la somme colossale de 60 millions de dollars. Et rien qu'à ce chiffre, on peut comprendre sans peine que sa carrière a décollé jusqu'à des hauteurs incroyables. Mais derrière ce succès se cache une histoire remplie de tournants inattendus, de difficultés et de moments décisifs qui ont conduit Rogan au sommet. Aujourd'hui, nous allons analyser pas à pas le chemin qu'il a parcouru pour devenir une figure aussi influente. Bienvenue sur la chaîne consacrée aux plus riches. La vie de luxe. Son nom complet est Joseph James Rogan. Il est né le 11 août 1967 dans la ville de Newark, dans l'État du New Jersey. Sa famille avait des origines mixtes, un grand-père était irlandais et les trois autres étaient italiens. Ses parents ont divorcé quand le garçon avait seulement 5 ans. Déjà à l'âge de 7 ans, il avait complètement cessé de communiquer avec son père, un architecte. Plus tard, Rogan se souvenait avoir vu dans son enfance des épisodes de violence domestique, mais il soulignait qu'il ne gardait pas de rancune envers son père. Quand Joe eut 7 ans, il déménagea avec sa mère à San Francisco, dans l'État de Californie. Un peu plus tard, à l'âge de 11 ans, ils changèrent encore une fois de lieu de résidence, cette fois ce fut Gainesville, en Floride. Finalement, la famille s'installa dans la petite ville de Newton Upper Falls, dans l'État du Massachusetts. C'est là que Joe termina le lycée Newton South en 1985. Dès son enfance, il était incroyablement actif. Il jouait au baseball dans une ligue pour enfants et s'intéressait très tôt aux arts martiaux. Pendant son adolescence, Rogan craignait de devenir un raté, mais ce sont précisément les arts martiaux qui transformèrent sa vision du monde. Il comprit qu'en surmontant la peur et la douleur, on pouvait atteindre des résultats exceptionnels. Ce fut pour lui un tournant décisif. À 14 ans, il commença à pratiquer le karaté, et déjà un an plus tard, il ajouta le taekwondo à son entraînement. À 19 ans, il devint champion de l'US Open de taekwondo dans la catégorie poids léger et il conserva pendant 4 années consécutives le titre de champion de l'État du Massachusetts en combat en plein contact. Il enseigna même le taekwondo. Il s'essaya également au kickboxing amateur où il disputa 3 combats et en remporta 2. Cependant, dès l'âge de 21 ans, il mit fin à sa carrière à cause de maux de tête constants et de craintes pour sa santé. À la même époque, Rogan s'inscrivit à l'université du Massachusetts, à Boston, mais il comprit rapidement que la carrière académique n'était pas son chemin et il abandonna ses études pour se concentrer sur d'autres directions. Les premiers pas dans la comédie Joe n'avaient jamais prévu de devenir humoriste professionnel. Cependant, son amour pour l'humour lui vint déjà dans sa jeunesse. L'une des impressions décisives fut le célèbre spectacle de Richard Pryor, Live on the Sunset Strip. Selon Rogan, il n'avait jamais rien vu d'aussi drôle dans sa vie. Pendant ses entraînements en salle de sport et ses cours de taekwondo, il faisait souvent rire ses amis avec des blagues et des imitations. Ce furent eux qui l'encouragèrent à tenter sa chance dans le stand-up. À 21 ans, il passa 6 mois à préparer du matériel et à perfectionner sa prestation. Et le 27 août 1988, il se décida, il monta sur scène au club bostonien Stitch Comedy Club lors d'un micro ouvert. Cette soirée marqua le début de son grand chemin dans l'humour. Pour joindre les deux bouts, à Boston, il travailla partout où il le pouvait. Il enseignait les arts martiaux à l'université de Boston et dans la ville voisine de Revere, il distribuait des journaux, il travaillait comme chauffeur de limousine sur les chantiers et même il aidait un détective privé. Sa comédie était audacieuse et adulte, dans le genre de la comédie bleue. C'est pourquoi il se produisait lors d'enterrements de vie de garçons et dans des clubs de striptease. Un jour, il convainquit le propriétaire d'un des clubs de Boston de lui donner une chance de présenter un nouveau numéro de 5 minutes. C'est à ce moment-là qu'il attira l'attention du manager Jeff Sussman, qui lui proposa de devenir son représentant. Rogan accepta et ce moment devint un point crucial dans sa carrière. Le déménagement à New York et les premiers succès. En 1990, Joe Rogan prit une décision sérieuse, il déménagea à New York pour se consacrer pleinement à la comédie. Pendant les 6 premiers mois, il vécut chez son grand-père à Newark pour économiser de l'argent et il cherchait toutes les occasions possibles de se produire. Il s'inspirait des maîtres du genre, Richard Jeni, Lenny Bruce, Sam Kinison et Bill Hicks.
4 ans plus tard, il s'installa à Los Angeles où il obtint sa première véritable percée télévisée. Il apparut dans l'émission MTV Half Hour Comedy Hour, après quoi la chaîne lui proposa un contrat exclusif de 3 ans. On lui proposa même un rôle dans le pilote d'un jeu télévisé, mais il refusa. Cependant, ses prestations attirèrent l'attention de son manager qui commença à envoyer des enregistrements de Rogan à différentes chaînes de télévision. Une véritable bataille commença pour sa participation. Bientôt, il signa un contrat avec Disney et obtint son premier grand rôle dans la sitcom Hardball sur Fox, où il joua Frank Valente, une jeune star égoïste d'une équipe de baseball. La période News Radio, de 1995 à 1999, Joe Rogan interpréta l'un des rôles principaux dans la populaire sitcom de NBC, News Radio, incarnant Joe Garelli, un électricien et homme à tout faire dans une station de radio fictive. Fait intéressant, le rôle était initialement prévu pour l'acteur Ray Romano, mais après la première répétition, il fut remplacé par Rogan. Ce fut une décision réussie. Joe travailla en étroite collaboration avec les auteurs pour développer son personnage, qu'il décrivait comme une version allégée et censurée de lui-même. Sur le tournage, il se rapprocha de Phil Hartman, qui partageait avec lui ses problèmes personnels, notamment conjugaux. Rogan insista même à 5 reprises pour que Hartman divorce, mais celui-ci était trop attaché à ses enfants et n'osa pas franchir le pas. En 1998, une tragédie survint. Hartman fut tué par sa propre femme. Cette nouvelle bouleversa profondément Joe et il annula toute une semaine de représentation de stand-up. Bien que les tournages de la série rapportassent tollé de bons revenus, le processus lui-même finit par cesser de lui procurer du plaisir. Jouer le même personnage semaine après semaine devint ennuyeux. Mais Rogan soulignait toujours que News Radio était pour lui un travail de rêve, car ce rôle lui permettait de se concentrer sur le stand-up et de développer parallèlement ses propres projets. C'est précisément à cette période qu'il prépara le pilote de la série Overseas. Les premiers pas à l'UFC. En 1997, Joe Rogan apparut de manière inattendue pour beaucoup, dans un rôle complètement différent, celui de reporter en coulisses lors des tournois de l'UFC. Ses débuts eurent lieu lors de l'événement UFC 12 Judgment Day à Dothan, dans l'État de l'Alabama. Son intérêt pour les arts martiaux mixtes remonte à 1994, lorsqu'il vit pour la première fois les combats de Royce Gracie lors du tournoi UFC 2 No Way Out. Ce spectacle l'impressionna tellement qu'il voulut approfondir l'étude du jiu-jitsu brésilien. Son manager Jeff Sussman, ami avec l'un des fondateurs de l'organisation, Campbell McLaren, l'aida à entrer à l'UFC. Cependant, déjà après 2 ans, Joe quitta l'UFC. Son salaire ne couvrait tout simplement pas les frais de déplacement, car de nombreux tournois avaient en lieu dans des coins reculés du pays. La situation changea en 2001, lorsque l'UFC fut racheté par la société Zuffa. Le nouveau président de la promotion, Dana White, se lia d'amitié avec Rogan et lui proposa le rôle de commentateur. Joe refusa d'abord, mais plus tard, en 2002, il accepta de travailler gratuitement en échange de meilleures places pour lui et ses amis lors des tournois. Après environ 15 de ses émissions, il commença à recevoir un cachet et commenta en duo avec Mike Goldberg. Finalement, Rogan resta derrière la table des commentateurs jusqu'à la fin de 2016, gagnant reconnaissance et récompense. 2 fois meilleur présentateur télévisé selon le Wrestling Observer Newsletter et 4 fois personnalité MMA de l'année par les World MMA Awards. Contrat, album et Fear Factor. En 1999, Rogan signa un contrat avec Warner Bros. Records pour la sortie de 3 albums et, en parallèle, commença à travailler sur sa propre sitcom The Joe Rogan Show pour la chaîne Fox. Selon le scénario, son personnage était un commentateur sportif de second rang à qui l'on offrait une chance d'apparaître dans une émission pour femmes rappelant The View. Il écrivit le scénario avec Bill Masters, qui avait travaillé sur Seinfeld. La même année, Joe enregistra son premier album de stand-up I'm Gonna Be Dead Someday, qui sortit en août 2000. L'enregistrement eut lieu au Comedy Connection de Boston, et le succès de l'album fut soutenu par des passages dans The Howard Stern Show ainsi que par sa diffusion sur Napster. En 2001, il dut reporter ses projets de série personnelle lorsque NBC lui proposa d'animer la version américaine de Fear Factor. Rogan refusa d'abord, pensant que la chaîne n'oserait pas diffuser une émission avec un contenu aussi extrême. Mais son manager le convainquit d'accepter. Joe avoua honnêtement qu'il avait dit oui avant tout pour avoir de nouvelles histoires à raconter dans son stand-up.
Le projet devint de manière inattendue un énorme succès et lui apporta une notoriété nationale. Fear Factor dura 6 saisons, de 2001 à 2006, et les salles pour les spectacles de stand-up de Rogan devinrent nettement plus grandes. La télévision et The Man Show, après le succès de Fear Factor en 2002, Joe apparut dans la série Just Shoot Me, dans l'épisode A Beautiful Mind, où il joua le petit ami de l'une des héroïnes. Plus tard, il fut l'animateur du défilé de Noël Blockbuster Hollywood Spectacular 2002. En février 2003, il rejoignit Comedy Central en tant que co-animateur de la 5e saison de The Man Show aux côtés de Doug Stanhope, remplaçant Jimmy Kimmel et Adam Carolla. Mais déjà un an plus tard, des désaccords surgirent entre eux, la chaîne et les producteurs concernant le contenu, ce qui entraîna des conflits en coulisses. En avril 2007, Comedy Central diffusa le 4e spectacle comique spécial de Rogan, Shiny Happy Jihad, enregistré dès septembre 2006 à San Francisco. Le show combinait stand-up traditionnel et une session improvisée de questions-réponses avec le public, un format qui devint sa marque de fabrique. La naissance de The Joe Rogan Experience et les contrats à plusieurs millions. Après avoir quitté Fear Factor, Joe Rogan se consacra entièrement au stand-up. Mais dès 2009, il lança un projet qui changea à jamais sa carrière, le podcast The Joe Rogan Experience. Au départ, il s'agissait d'une conversation intimiste avec des amis et des invités, mais le format gagna rapidement en popularité. Dès 2015, le podcast figurait déjà parmi les plus écoutés au monde, réunissant des millions d'auditeurs à chaque épisode. En 2020, une véritable percée médiatique se produisit. Spotify signa avec Rogan un contrat d'exclusivité colossal de 200 millions de dollars. Ce fut l'un des accords les plus retentissants de l'histoire du podcasting, et l'audience de Joe augmenta encore davantage. Et en 2024, il renouvela son contrat, cette fois-ci pour environ 250 millions de dollars, mais sans exclusivité totale. Ces accords firent de Rogan un multimillionnaire avec une fortune estimée à 200 millions de dollars et lui permirent d'investir dans des biens immobiliers de luxe, reflétant son goût et son amour pour la solitude. Un manoir somptueux au Texas. En septembre 2020, Joe Rogan surprit ses fans en annonçant l'achat d'un magnifique manoir à Austin, au Texas, d'une valeur de 14 400 000 $. Ce pas symbolisait sa rupture avec la Californie, qu'il critiquait souvent pour ses impôts élevés, sa surpopulation et ses problèmes sociaux. La nouvelle demeure est située sur la pittoresque rive du lac Austin et avait été construite à l'origine en 2006 dans un style toscan. Après l'achat, le manoir subit d'importantes modifications afin de correspondre pleinement à sa vision du confort et du style. Dès l'entrée, les invités sont accueillis par un hall fastueux où les anciennes parois claires furent remplacées par de nobles boiseries et l'ambiance est complétée par des objets orientaux anciens et du mobilier d'époque. Le plan spacieux réunit la salle à manger, le salon et la bibliothèque en un seul espace lumineux. L'un des accents les plus remarquables devint le revêtement d'un bleu profond et saturé des murs et du plafond, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et spectaculaire. Au centre de la maison se trouve un espace bar en bois sombre, sur un podium surélevé. Et bien que, pour la plupart, cet endroit s'associe à une collection de whisky ou de vin, les admirateurs de Rogan ont souvent plaisanté. Peut-être que sur ces étagères, on peut voir non pas de l'alcool, mais des bocaux de marijuana ou de DMT, dont il parle ouvertement dans ses podcasts. La cuisine de la maison semble créée pour un chasseur et un gourmet. 2 îlots massifs avec des tabourets hauts, des luminaires élégants, de l'électroménager dissimulé et des finitions qui rendent hommage au style fermier. Dans la salle à manger, une cheminée et des armoires vintage qui confèrent au lieu un caractère raffiné. Le principal miracle de ce manoir, son lien avec la nature. Le mur arrière de la maison est presque entièrement composé de verre du sol au plafond, ouvrant des vues époustouflantes sur le lac. Les colonnes en bois et les poutres apparentes confèrent à la maison une atmosphère chaleureuse, et toute la partie arrière rappelle une véranda ensoleillée et accueillante. Sur le terrain d'une superficie de 4 acres, il n'y a pas de place pour la chasse à l'élan, mais on y trouve un espace détente séparé avec des canapés et des fauteuils, plongeant dans la verdure. Et bien sûr, il est impossible d'imaginer la maison de Rogan sans une salle d'entraînement. En 2020, il y installa un véritable complexe sportif en collaboration avec la société Sorinex, avec des racks, des machines et tout ce qu'il faut à un professionnel.
À l'étage, il y a un mezzanine cosy avec des fauteuils et une sculpture en bois, et dans la salle de bain du maître, une baignoire indépendante et une vaste douche derrière un verre dépoli rappelant un spa. À l'extérieur, une piscine, des arbres ombragés et une terrasse pavée avec de l'herbe entre les dalles, un endroit où l'on peut se cacher du soleil brûlant du Texas. La maison de Bell Canyon, Californie. Avant de déménager au Texas, Joe avait vécu presque 2 décennies à Bell Canyon, en Californie. En 2003, lui et sa femme Jessica achetèrent un manoir de style demeure française pour 2 300 000 $. En mars 2021, il le vendit pour 3 400 000 $, réalisant plus d'1 million de dollars de bénéfices. Cette maison n'était pas excessivement ostentatoire, mais elle associait parfaitement confort, intimité et élégance. Sa superficie, 7500 pieds carrés, 5 chambres et autant de salles de bain. Sur le terrain de 2,14 acres, il y avait même un enclos avec 22 poules, ce qui reflétait l'amour de Rogan pour un mode de vie autosuffisant. L'arrière-cour de la maison paraissait modeste, une véranda couverte, une pelouse soignée et une piscine. Mais l'essentiel, la vue. Le manoir se dressait au bord d'un versant avec un panorama sur les collines et la ville lointaine, et ce contraste entre la cour paisible et l'horizon dramatique rendait le lieu vraiment spécial. À l'intérieur, l'attention était immédiatement attirée par l'énorme arche en bois de la porte d'entrée, entourée de verdure. Des murs entièrement vitrés baignaient les pièces de lumière et ouvraient à la vue sur un atrium intérieur avec des luminaires espagnols, des plantes et un espace de détente. Le bureau de Rogan était aménagé avec du mobilier intégré, des étagères pour des livres et des collections, et des lampes de style art déco donnant du caractère à l'espace. La salle de bain principale se distinguait par une solution rare, tout en double. 2 lavabos, 2 baignoires, 2 douches. Même la buanderie était équipée de 2 machines à laver et de 2 sèche-linges, ainsi que d'un double évier. La cuisine impressionnait par son ampleur et sa chaleur, poutres en bois, électroménager haut de gamme et agencement pensé pour les grandes tablées. Dans le salon, une lumière douce, des poutres courbes et un espace ouvert où l'on pouvait réunir des amis. Et bien sûr, la maison comportait une salle de divertissement avec une table de billard, un bar et des étagères à livres, l'endroit idéal pour les fêtes. La collection automobile de Joe Rogan. Joe Rogan n'est pas seulement un amateur de confort à la maison, c'est un véritable passionné d'automobile. Son garage ressemble davantage à une salle d'exposition où cohabitent des sportives parmi les plus rares, des muscle cars cultes et des voitures électriques de haute technologie. Chaque voiture y est choisie avec soin, soit un sommet d'ingénierie, soit le symbole d'une époque automobile entière. Tout en haut de la liste, la Porsche 911 GT3 RS 2008, une voiture créée pour le circuit mais néanmoins parfaitement adaptée à la route. Une carrosserie légère, un moteur atmosphérique et une tenue de route incroyable en font la favorite de ceux qui apprécient le lien direct entre le conducteur et la machine. Rogan a répété à plusieurs reprises qu'il admirait la précision allemande et l'équilibre de Porsche, et il considère la GT3 RS comme l'une des meilleures voitures de l'histoire. Vient ensuite la Chevrolet Corvette C2, la légendaire Stingray des années 1963 à 1967. Cette automobile incarne l'âge d'or des sportives américaines, et son design comme ses performances firent à l'époque figure de révolution. Pour une véritable décharge d'adrénaline, Rogan a choisi la Dodge Challenger SRT Hellcat, un muscle-car moderne avec un V8 compressé et un rugissement de moteur tonitruant. Cette voiture est célèbre pour sa puissance folle et sa capacité à laisser des bandes noires sur l'asphalte d'une simple pression sur la pédale. La collection comprend également un monstre tout-terrain, le Ford F-150 Raptor. Conçu pour l'off-road extrême, il est doté d'énormes roues, d'une suspension renforcée et d'un moteur puissant. Rogan l'utilise à la fois pour ses trajets quotidiens et pour ses escapades dans la nature. L'un des exemplaires les plus rares et les plus impressionnants du garage est le NSC Venom F5, un hypercar capable d'atteindre plus de 480 km/h. Il n'en a été produit que 24, et chacun d'eux est un chef-d'œuvre de l'ingénierie américaine. Pour autant, Rogan ne se limite pas aux monstres à essence. Sa collection inclut aussi la Tesla Model S, une voiture électrique à accélération instantanée, dotée d'un système d'autopilotage et d'un design futuriste. Son parc automobile, c'est comme une encyclopédie personnelle de la vitesse et de la technologie.
de la classique à l'électronique de pointe. Et chaque automobile raconte sa propre histoire. Opinion politique et déclarations retentissantes. On qualifie souvent Rogan d'homme à tendance libertarienne, bien que ses opinions ne rentrent pas dans les cadres stricts d'une seule idéologie. Il soutient les droits des personnes LGBTQ+, l'égalité des femmes, la légalisation de la marijuana, la couverture médicale universelle et le revenu de base. Dans le même temps, il défend activement le droit au port d'armes et la liberté d'expression, critique vivement la culture de l'annulation et l'ingérence des États-Unis dans les affaires d'autres pays. En 2020, il apporta son soutien à Bernie Sanders, le qualifiant d'homme politique honnête et cohérent. Mais dès 2022, il déclara que Ron DeSantis pourrait être un bon président. Et avant l'élection de 2024, il s'exprima publiquement en faveur de Donald Trump, notant qu'il partageait entièrement les arguments d'Elon Musk en son soutien. À plusieurs reprises, Rogan s'exprima sur le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le qualifiant de dictateur et l'accusant d'autoritarisme. Dans le même temps, il reconnaissait qu'il le considérait positivement auparavant, mais avait changé d'avis pendant la pandémie. En mars 2024, il déclara que les actions d'Israël dans la bande de Gaza pouvaient être qualifiées de génocide. Cependant, déjà une semaine plus tard, lors d'une conversation avec l'écrivain Coleman Hughes, il admit que son interlocuteur comprenait mieux la situation et il réévalua son jugement. À propos de Vladimir Poutine, Rogan parlait de lui comme d'un dirigeant mauvais, mais fort, et il condamna l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la qualifiant de « à 100% erronée ». Il critiqua également Joe Biden pour sa décision d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles américains pour frapper le territoire russe et exprima son mécontentement quant aux actions de Volodymyr Zelensky. Rapport aux substances psychoactives. Joe Rogan est un partisan de longue date de la légalisation du cannabis. Il est convaincu que la marijuana peut apporter des bénéfices tant pour la santé que pour la créativité. Il participa au tournage de plusieurs documentaires sur ce sujet, notamment The Union, The Business Behind Getting High, Marijuana, A Chronic History et The Culture High. Outre le cannabis, il a une attitude positive envers le LSD, les champignons psilocybes et le DMT, les considérant comme des outils d'expansion de la conscience et d'auto-analyse. En 2010, il fut le présentateur du film documentaire DMT, The Spirit Molecule. Rogan s'intéresse également à la privation sensorielle et utilise régulièrement des caissons d'isolation pour la méditation. Selon lui, de telles séances l'aident non seulement à mieux comprendre sa conscience, mais aussi à améliorer sa forme physique et sa concentration. Vie personnelle. En 2009, Joe épousa Jessica Ditzel, ancienne serveuse dans un cocktail-bar. Le couple a 2 filles, nées en 2008 et en 2010. En outre, Rogan élève la fille de Jessica, issue d'une relation précédente. En 2008, la famille déménagea à Gold Hill, dans l'État du Colorado, mais au bout de seulement 4 mois, elle revint en Californie lorsque Jessica tomba enceinte de leur premier enfant. Rogan a toujours essayé de protéger sa vie privée d'une attention excessive. C'est pourquoi on sait peu de choses sur le quotidien de la famille. En 2019, il annonça de manière inattendue qu'il était le cousin de Gérard et Mike Eway, membres du groupe My Chemical Romance. Cependant, il ne les a jamais rencontrés personnellement. Arts martiaux et vision du monde. Depuis 2014, Rogan s'intéresse au jiu-jitsu brésilien. Dès 2016, il commença à s'entraîner à l'école de Carlson Gracie à Hollywood, et avec le temps, il reçut des ceintures noires tant dans le système no-gi auprès d'Eddie Bravo que dans le jiu-jitsu traditionnel en gi auprès de Jean-Jacques Machado. Dans son enfance, il fut éduqué dans la foi catholique, mais il s'en éloigna plus tard et devint agnostique, ouvert à différentes idées spirituelles et aux doutes vis-à-vis des dogmes. Rogan est atteint de vitiligo, une affection cutanée qui provoque des taches claires sur les mains et les pieds. Il ne s'en est jamais embarrassé et aborde souvent des sujets personnels dans son podcast, soulignant qu'une personne n'est pas obligée de cacher ses particularités. Si tu le souhaites, je peux, dans la partie finale, créer un bloc de conclusion cohérent et riche en mettant l'accent sur son statut culte, son influence sur l'industrie et l'aura de luxe entourant sa vie, afin que la présentation convienne parfaitement à la chaîne Luxury Life. Continuez ? Bilan, figure culte et symbole de réussite.
L'histoire de Joe Rogan, c'est le parcours d'un homme qui n'a pas eu peur de changer de direction, de prendre des risques et de s'essayer dans des domaines très différents. Des salles de sport et des dojos de karaté aux scènes de stand-up, des studios de télévision à l'octogone de l'UFC et au manoir de luxe sur la rive d'un lac. Il a avancé, découvrant à chaque fois un nouveau sommet. Aujourd'hui, Rogan, ce n'est pas seulement un podcasteur, un humoriste ou un commentateur. C'est un géant médiatique à l'audience de plusieurs millions de personnes, dont la vie peut déclencher des discussions dans le monde entier. Il peut inviter dans son studio des dirigeants mondiaux, des scientifiques, des acteurs, des combattants ou des philosophes. Et chaque conversation devient un événement que l'on cite et décortique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce voyage à travers la vie et la réussite de Joe Rogan vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer de nouvelles histoires sur les personnes les plus intéressantes et les plus influentes de la planète. Il y a encore bien davantage de récits incroyables sur la richesse, le luxe et le chemin vers les sommets.